Moi, je vais plus me focaliser sur une certaine catégorie d'immigrants, c'est-à-dire les personnes afrodescendantes ou bien les personnes issues de communautés noires. Et je vais essayer de parler aujourd'hui de leur expérience socio-scolaire. Je préciserai un peu ce que j'entends par là. Je précise que cette présentation, c'est le résultat euh, d'un travail de longue haleine qui a été mené depuis, je crois, 2023 à 2025 et que donc ce travail a été financé par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers le programme d'aide à la recherche sur l'enseignement, l'apprentissage à travers le BARIA. Donc, ce travail a connu l'appui de plusieurs personnes que je vais présenter rapidement ici. D'abord, Bénédicte Gaguin, elle travaille à l'Observatoire des communautés noires du Québec. Donc, Bénédicte, c'est elle qui a porté ce projet. C'était son bébé, comme on peut dire, parce que sa thèse de doctorat a porté justement sur les perspectives et les réalités des personnes noires. Donc, c'était quelque chose de très important pour elle. Ensuite, Amani, à la suite du départ de Bénédicte, a pris le projet. Donc, je souhaite rendre hommage à toutes ces personnes-là, à Ndak aussi, qui a travaillé là-dessus. Ndak est enseignante, elle est issue des communautés noires aussi, mais elle est enseignante au Collège de Maisonneuve. Et suite au départ de Bénédicte, le directeur de l'IRIPI, Habib Elhaj, a bien voulu prendre ce projet. Et je n'oublie pas, évidemment, tous les stagiaires qui ont travaillé durement, notamment pour la retranscription des différentes entrevues. Alors, sur quoi portait précisément ce projet? Euh, il portait sur l'expérience socio-scolaire des communautés noires, c'est-à-dire du moins des personnes issues des communautés noires. Comment je vais présenter ce rapport? Parce que ça, c'est l'économie que je fais d'un gros rapport que nous sommes en train de réviser actuellement. Je vais essayer de parler de la problématique de pourquoi on a décidé de travailler là-dessus, ou du moins pourquoi, quelle était l'idée de base en concertation avec Bénédicte et les autres collègues lorsqu'on a décidé d'entrer dans ce sujet-là. Et je vais définir quels étaient les objectifs de la recherche. Je vais parler un peu de comment on a procédé pour la méthode. Je vais présenter quelques résultats dans l'économie, juste quelques résultats, ce qui m'a paru avec les collègues essentiels à présenter. Et ensuite, je parlerai de pistes d'action parce que, évidemment, ce travail-ci se situe dans la perspective d'une recherche-action. Et donc, ce n'est pas juste les connaissances qui nous intéressaient, mais aussi des actions qui peuvent être menées sur un point de vue transformateur pour améliorer l'intégration de ces étudiants-là. Alors, pourquoi, lorsqu'on s'est rencontré en 2023 avec la chercheure Bénédicte, justement, comme je le dis, Bénédicte à l'Observatoire des communautés noires, elle est très intéressée par ce sujet de recherche. On s'est dit précisément qu'on allait essayer de voir comment actuellement les étudiants noirs des cégeps construisent leur identité, parce que Bénédicte et moi, nous sommes immigrants, on vient d'Afrique. On s'est dit que le choc culturel, lorsqu'on arrive ici, n'est pas toujours facile à adresser. Donc, l'idée, c'était de départ, c'était de dire comment on construit son identité lorsqu'on se retrouve dans un milieu différent de son milieu de départ. Et ensuite, est-ce que les tensions vécues au milieu cégepien affectent la réussite socio-scolaire de ces étudiants-là? Donc, c'est ça l'idée des départs. J'ai trouvé ce sujet très pertinent. Euh, cette pertinence encore, pour moi, je l'ai compris lorsque j'ai des entrevues avec des conseillers pédagogiques, notamment dans différents cégeps, qui me disaient précisément que le gouvernement semble ne pas être conscient qu'actuellement, il y a une transition interculturelle et que la gestion de cette transition ne devrait pas aller de soi. C'est-à-dire que jusqu'ici, les gouvernements semblent croire que les changements, les différentes mutations dans les populations cégepiennes doivent se gérer comme ça et tout. Donc, il faut des politiques appropriées, il faut des politiques interculturelles. Donc, précisément, pour moi, non, la pertinence de ce travail, c'est d'abord au niveau institutionnel, au niveau, donc, en termes de contexte global, il faudrait adresser la question parce qu'il n'est pas facile de gérer ça. Mais il y a trois points que les travaux précédents ont permis de permettre la suite de ce travail. Donc, le premier, c'est que on a vu qu'il y a des tensions déjà entre des personnes issues de la majorité, ce qu'on appelle les jeunes Québécois du groupe majoritaire, et des personnes issues des minorités noires.
On s'est rendu compte aussi que dans le système, les enseignants noirs sont faiblement représentés et cela peut influencer, on le verra par la suite dans les résultats de ce travail. Mais aussi, il y a toujours des obstacles structurels qui demeurent. Maryse en a parlé quelques-uns. Donc, tous ces éléments nous ont permis de nous dire, on va essayer de voir un peu comment les étudiants construisent leur expérience socio-scolaire. Donc, ici, on ne s'intéresse pas juste aux facteurs externes de réussite, mais non, on va plus loin parce que ici, l'expérience socio-scolaire, ça va intégrer non seulement l'appartenance ou bien la construction de l'identité de l'étudiant, ça va aussi intégrer ses aspirations socio-scolaires, ça va intégrer sa réussite socio-scolaire, mais aussi les stratégies identitaires qu'il met sur pied parce qu'il est dans une situation de minorisation, ou bien de discrimination, parce que le système, parfois, peut traîner à intégrer certains groupes minorisés. Donc, c'était ça l'idée de départ de ce travail. C'est pourquoi on s'est dit qu'il était pertinent de travailler là-dessus. Donc, l'objectif général, c'était donc ce que je viens de dire, c'est-à-dire voir comment les étudiants noirs construisent l'expérience socio-scolaire, étant entendu qu'ils sont dans un milieu dans lequel certains processus historiques ont produit du racisme, ont produit des inégalités, ont produit des discriminations. Donc, plus précisément, on s'est dit qu'on va regarder 4 aspects spécifiques de l'expérience socio-scolaire. On va regarder les aspirations scolaires en matière d'éducation postsecondaire. On va voir un peu la construction identitaire dans un contexte de tension entre l'identité d'origine et l'identité d'arrivée. On va voir quelles sont les situations qui se rapportent à les inégalités d'accès et de diplomation au cégep. Et enfin, on va voir un peu c'est quoi les facteurs, parce qu'il faut bien qu'on se situe dans la perspective de la recherche-action. On va voir quels sont les facteurs qui favorisent ou soutiennent la réussite scolaire des étudiants. Donc, on s'est dit qu'on allait s'appuyer. Je crois qu'au départ, même, on voulait faire une étude mixte avec des questionnaires et tout ça, mais après, on s'est dit, on va se contenter de faire une étude essentiellement qualitative parce que l'expérience socio-scolaire étant au cœur de ce projet, il était important que l'on puisse avoir la perspective des étudiants, donc qu'on puisse avoir des entretiens approfondis avec ces étudiants pour qu'ils nous disent un peu ce qu'ils ressentent dans ce milieu, c'est quoi les rapports qu'ils ont avec leur société d'origine, c'est quoi les rapports qu'ils ont avec la société québécoise globalement, c'est quoi l'identité qui les définit ici, est-ce une identité montréalaise, est-ce une identité canadienne, est-ce une identité québécoise? Donc, on s'est dit qu'on va approfondir ces éléments-là. C'est quoi leurs aspirations socio-scolaires? Comment ils font pour se naviguer dans un milieu différent? C'est quoi les stratégies identitaires menées? Donc, on a donc mené 43 entrevues individuelles. On s'est battu pour avoir une certaine diversité dans l'échantillon. On a parcouru environ 10 cégeps, Maisonneuve, Bois-de-Boulogne. On s'est arrangé à avoir des cégeps francophones et des cégeps anglophones. On s'est arrangé à avoir un certain équilibre en matière de statut d'immigration et de statut de génération. On s'est arrangé à avoir des intervenants qui viennent d'Amérique, d'Afrique et d'Haïti. Donc, on s'est battu pour avoir une certaine diversité avec les 43 entrevues, mais aussi, on a décidé de parler avec 5 médiateurs, donc 5 intervenants spécialisés dans l'encadrement des étudiants, parce qu'il fallait approfondir la question pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour améliorer l'intégration socio-scolaire de ces étudiants-là. Donc, globalement, c'est ce qui s'est passé. Alors là, je vais rapidement aller sur les résultats, vous présenter l'économie de nos résultats, de ce qu'il apparaît clairement de la cinquantaine d'entrevues que nous avons réalisées. Donc, je présente ça en 2 aspects, je vais vous passer en 2 aspects. D'abord, les dynamiques d'aspiration socio-scolaire et la construction identitaire. Comment ils adressent le choc, la culturation, comment ils adressent le choc culturel. C'est quoi leurs ambitions pour le futur? Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ils font comment ils cultivent la résilience? Et ensuite, je vais parler des facteurs qui favorisent la réussite socio-scolaire de ces étudiants-là. À la fin de ces résultats, je vais présenter des pistes d'action que l'on a pu construire ensemble, basées sur ce qu'ils ont dit, basées sur les entrevues avec les intervenants spécialisés, mais basées aussi sur les diverses expertises de tous ceux qui ont participé à ce travail. Donc, premier résultat, on a environ 6 résultats que je vais présenter ici. Donc, premier résultat, qu'est-ce qu'on a constaté lorsqu'on a eu des échanges avec ces étudiants d'origine noire, des étudiants afro-descendants? Le premier résultat, c'est qu'on a constaté que les étudiants ont des rêves pluriels et ont le sentiment de devoir faire plus d'efforts que les autres. Bon, ça, c'est connu, c'est déjà dans la littérature. Mais ce qui est important ici, c'est de voir quand même que les ambitions exprimées par ces étudiantes sont exprimées avec une certaine assurance. Donc, ils ont une certaine confiance affirmée en leur capacité et leur potentiel. Ça, il faut
le dire, donc il n'y a pas, il y a pas de résignation. Ils savent qu'ils sont dans un milieu plus difficile, ils savent qu'ils doivent faire plus que les autres, mais ils ont confiance en eux. Euh, donc, c'est ça. Ça, c'est le premier résultat que nous avons constaté. Ça, c'est toujours dans une perspective de construction identitaire. Donc, le deuxième résultat, c'est que nous avons constaté que les étudiants font un choix d'orientation centré sur la diversité. Donc, la diversité culturelle, justement, émerge dans ce travail comme un critère central dans le choix des cégeps, précisément. Là, ça, c'est un exemple d'extrait que nous avons eu. Les étudiants ont tendance à privilégier les établissements qui reconnaissent et valorisent la pluralité des identités. Ces environnements sont perçus pour eux comme propices à l'apprentissage, à la réussite et au bien-être. Donc, la dynamique témoigne donc d'une demande d'inclusion et d'une recherche de représentation positive au sein des institutions. Ça, c'est le deuxième résultat. Le troisième résultat, c'est l'influence familiale pour ces enfants-là. Donc, ces étudiants, je dis ces enfants, mais c'est des étudiants de 17, 18 ans, 20, mais il y avait des étudiants internationaux dans notre échantillon de 40 ans aussi. L'influence familiale semblait jouer un rôle très important pour eux, et surtout la médiation des enseignants noirs. Ils étaient en quête de repères, c'est-à-dire les enseignants noirs et les intervenants spécialisés agissaient comme des ponts pour mieux saisir euh, euh, la réalité. Donc, le rôle des parents est mis en lumière. C'est eux qui prennent la décision d'orientation des enfants et leur accordent la confiance. Donc, on note aussi une relation de confiance avec les enseignants noirs qui jouent un rôle de médiation bienveillante. Donc, c'est dire à quel point il peut être important. Ça va montrer la pertinence du résultat suivant, celui de l'importance d'une représentation plus affirmée des enseignants noirs dans la structure enseignante au Québec. Donc, le résultat qui va suivre, c'est celui de l'identité inclusive. J'ai dit dans ce travail, on s'est beaucoup intéressé à la construction identitaire. On a posé une question à ces étudiants de savoir c'était quoi l'identité auquel ils se sentaient le plus appartenir. Est-ce que c'est une identité canadienne, montréalaise? Est-ce que c'est une identité québécoise? Il apparaît des différentes entrevues que le Québec est perçu précisément comme une société à dominance blanche qui rend l'identité québécoise moins accessible ou inclusive pour elle. À l'inverse, pour ces étudiants, l'identité montréalaise apparaît comme plus ouverte et diversifiée et reflète mieux leur réalité multiculturelle. Donc, la préférence donc, pour l'identité montréalaise illustre une recherche d'appartenance à un cadre où la diversité est valorisée et où il ou elle se sentent reconnus. Ça, c'est aussi un résultat majeur que nous avons obtenu. Toujours sur la perspective de la construction identitaire, on s'est rendu compte que les étudiants, parce il fallait comprendre comment ils intègrent la double culture, une culture qui est africaine et l'une qui est montréalaise, on s'est rendu compte qu'ils travaillaient sur une forme de malléabilité identitaire. Ça, c'est comme une stratégie identitaire qu'ils utilisaient, mais qui leur permet tantôt de se présenter comme québécois, canadiens, ou bien tantôt de se présenter comme africains. Donc, ils entreprennent un travail réflexif autour de leur double culture et valorisent à la fois leur ancrage montréalais et leurs racines africaines. Donc, cette acculturation identitaire met en lumière une identité en constante construction influencée par la perception des autres. L'identité devient donc malléable pour ces étudiants et ils ont tendance à s'ajuster aux réalités sociales, aux contextes dans lesquels ils se développent. Donc, ça, c'était aussi un résultat majeur que nous avons, qui fait suite précisément, qui montre qu'ils développent des stratégies identitaires que la plupart des temps, même si certains peuvent développer une stratégie de résignation, mais très souvent, la plupart développent des stratégies qui leur permettent d'intégrer la double identité. Autre élément pertinent et qui était important du point de vue, parce qu'au départ, on part de l'idée qu'il y a des tensions dans le système, qu'il y a un historique de racisme envers les populations noires, et on essaye de voir aussi, de poser la question aux étudiants, est-ce qu'ils ont vécu des situations de discrimination? Est-ce qu'ils ont vécu des situations d'inégalité d'accès, de traitement et de diplomation? Donc, trois éléments ici qu'on a pu ressortir de nos entrevues. Le premier, c'est que les étudiants, ils adoptent une perspective plus ou moins comparative lorsqu'on leur pose la question sur les discriminations. Quand ils confrontent ça à leur réalité d'origine, cela permet pour eux de relativiser les défis locaux. Donc, ils perçoivent ça parfois comme moins intense que dans leurs sociétés qui sont souvent, que dans d'autres sociétés comme les États-Unis, par exemple, puisqu'il y avait des personnes d'origine américaine. Donc,
cette situation, cette comparaison et cette relativisation des inégalités-là, ça apparaît en fait ici comme un mécanisme de confort, de réconfort et de résilience, mais tout en soulignant l'importance de contextualiser ces inégalités. Donc, ils font un travail réflexif, ils disent oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais on se rend compte que par rapport à telle réalité, par rapport à notre pays, c'est pas si pire. Donc, ça c'est le premier élément qu'on note lorsqu'on pose des questions sur les situations d'inégalité d'accès. Le deuxième que les étudiants rapportent, c'est celui de la rigidité du système de reconnaissance des études. Ça globalement, c'est aussi une problématique qui est connue parce que le système québécois est assez rigide en matière de reconnaissance et pour beaucoup d'étudiants, c'est un obstacle majeur à l'intégration académique. Et enfin, le dernier, c'est quand même citer quelques enjeux en termes de discrimination et d'intégration. Donc, nous notons ici que les étudiants ont rapporté très peu d'éléments de discrimination dans le contexte collégial. Par contre, ils ont rapporté des éléments liés aux défis d'intégration, notamment avec l'accueil et l'intégration en milieu collégial. Ils sont peu informés des ressources offertes dans leur cégep, notamment en lien avec des enjeux de discrimination. De même, et peut-être le plus important, c'est qu'ils estiment que les contenus dispensés ne sont pas toujours adaptés à la réalité sociale et culturelle changeante. Donc, ils disent qu'il y a comme une forme de discrimination pédagogique qui fait en sorte que ce qui est enseigné, ce n'est pas forcément lié à la nouvelle réalité actuelle. Donc, ça, c'était pour les rapports majeurs. Maintenant, on a travaillé sur les facteurs, ça c'était un des objectifs aussi qui pourrait favoriser la réussite de ces étudiants-là. Nous avons noté 3 facteurs majeurs à l'issue des entrevues avec les étudiants, mais surtout avec les intervenants clés. Donc, il apparaît ici pour beaucoup que le soutien technique doit être un facteur central. Euh, donc, contrairement à certains présupposés selon lesquels l'accès à la maîtrise des outils sont acquis, donc de nombreuses personnes ont dit qu'ils rencontrent des difficultés liées à la possession d'ordinateurs ou à l'utilisation même de ces outils. Ça, c'est le premier élément. Les étudiants ont souligné que la diversité parmi le personnel enseignant doit être importante. J'ai soufflé un mot tout à l'heure quand ils considèrent ces enseignants noirs-là comme des médiateurs entre eux et le système, et ainsi que les membres du personnel. Ça aussi, c'est connu. Donc, enfin, l'importance des médiateurs socio-culturels. Donc, ces médiateurs sont censés favoriser l'intégration parce qu'ils jouent un pont entre la société de départ et la société d'origine. Parce que pour beaucoup, les médiateurs, c'est des gens qui sont ici depuis 20 ans, 30 ans, ils sont de la deuxième génération, mais ils aident beaucoup les étudiants. Donc, les étudiants ont souligné l'importance de ces médiateurs, de même que les intervenants clés. Enfin, pour les deux derniers acétates, je pense que le temps approche. Je vais vous parler de quelques pistes d'action que nous avons développées en lien avec ces résultats, en lien avec les différents travaux. On s'est dit qu'il serait pertinent de renforcer la diversité je l'ai dit ici, et de la représenter dans le corps professoral. Donc, ce serait l'une des actions prioritaires, augmenter la diversité des enseignants. Ça aussi, c'est connu, il faut mettre des initiatives de recrutement, et ainsi de suite. Donc, le deuxième élément, ce serait de réviser les contenus pédagogiques pour une meilleure représentativité, parce que les programmes d'études actuels ne tiennent pas toujours compte de la diversité culturelle. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une gestion de la transition interculturelle qui semble aller de soi, alors qu'il faut gérer ce changement-là. Et un des éléments, ce serait de voir comment réviser les contenus pour une meilleure représentativité. Donc, enfin, ce serait pertinent d'améliorer des mécanismes de soutien euh, académique et psychosocial. Les cégeps devraient renforcer leur service de soutien académique et psychosocial pour mieux accompagner, donc augmenter l'accessibilité, la visibilité des CAF, par exemple, offrir un accompagnement personnalisé, ainsi de suite. Donc, créer des espaces d'échange et de dialogue interculturel, ça aussi c'est pertinent, toujours pour susciter, pour créer cette résilience, pour susciter le dialogue interculturel. Donc, mettre en place des forums et des groupes de discussion, ça c'est pertinent dans le contexte, par exemple, de mise sur pied de politique interculturelle au niveau CGP1. Et enfin, mettre en place une politique institutionnelle de lutte. Ça aussi, ça a été pertinent, mais la politique peut intégrer tous ces éléments qu'on a cités avant, c'est-à-dire les mécanismes de soutien, les espaces d'échange, et ainsi de suite. Donc, une politique claire et proactive de lutte contre les discriminations, elle est essentielle pour garantir un climat scolaire durable. Donc, établir des procédures claires pour signaler tous ces éléments-là. Donc, je pense que je suis dans les temps et je vais vous remercier pour votre aimable attention.